Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Bonjour Damien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio une présentatrice qui modère des débats inflammables à l'aide d'une voix douce et d'une tolérance en toutes circonstances. Bonjour Christine Kelly. Bonjour Damien. Bienvenue Bonjour. sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors vous présentez, on le rappelle, Face à l'info, c'est du lundi au jeudi à 19h sur CNews, mais vous serez sur C8, ce sera ce mardi, à l'occasion d'un documentaire qui s'intitule Enquête au cœur de la fin de vie, mourir n'est pas tuer. C'est produit par Bernard de la Villardière et à la suite de cette enquête, vous allez animer un débat sur ce sujet. Déjà, la première question que je voulais vous poser, ça ne vous embête pas trop de faire des infidélités à CNews, là, comme ça, en allant sur C8? Pas du tout. On reste dans le même groupe, on reste dans la famille, et c'est important. Et je suis ravie vraiment de faire ce petit écart, quand même, effectivement. C'est assez étonnant, d'ailleurs. C'est assez étonnant de voir un documentaire qui amène un débat sur C8, alors que d'habitude, on a plutôt l'habitude d'avoir des débats sur CNews, sur votre chaîne. Je trouve que c'est très bien que C8 s'ouvre à des débats de société, à des magazines de société, à des sujets de société, et que justement, ça c'est le premier volet de débat de société, mais il y en aura d'autres sur C8, et je suis ravie d'arriver sur C8 avec cette petite casquette de débat de société pour donner une petite touche supplémentaire et ne pas effectivement laisser que ces sujets à CNews, à l'information, mais les divulguer au sens large. Et comment cette soirée est-elle née? Quelle a été l'idée de départ? Vous vous êtes dit, là, il va y avoir un projet de loi qui devrait être présenté par le gouvernement d'ici quelques semaines. Il faut qu'on en parle, il faut faire de la pédagogie autour de ce sujet qu'est l'euthanasie? Oui, c'est exactement ça. La volonté de la direction a été de discuter de ce sujet, encore une fois, parmi d'autres qui viendront évidemment dans les mois qui viennent, de ce sujet de société, puisqu'effectivement, le projet de loi passe en Conseil des ministres au mois de décembre, il sera débattu au Parlement. C'est le moment justement pour en discuter de ce sujet de la fin de vie. Et c'est intéressant dans le sens où on entend différents sons de cloche, mais pas tous. On entend beaucoup de pro-euthanasie, mais pas forcément de ceux qui sont contre l'euthanasie. On voit des documentaires qui vont tous dans le même sens, pas ceux qui prennent peut-être un peu plus de hauteur. Donc là, c'est un angle différent et surtout un débat dans la deuxième partie, un débat avec quelqu'un comme Olivier Falorni qui est absolument pour la loi pour l'euthanasie et d'autres personnes qui sont contre, ou d'autres députés qui réfléchissent, qui se posent des questions. C'est intéressant, ça va être intéressant de se poser la question avec des profils différents, dont un philosophe, une infirmière en soins palliatifs. Et j'ai été très interpellée par le documentaire, très interpellée, très émue. Ben justement, on va en parler dans quelques instants parce que ce documentaire est absolument passionnant. En tout cas, il devrait vous aider à vous forger un avis sur ce sujet. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, c'est parti. On commence ces infos médias avec la mise au point assez franche d'ailleurs, il faut bien le dire, de Marc-Olivier Fogiel. Ouais, c'était dans la Tribune dimanche hier. Le patron de BFM TV prend la parole pour éteindre différentes polémiques qui éclaboussent sa chaîne depuis quelques semaines, faut le dire. À commencer par les départs successifs de stars maison comme Pascal de la Tour du Pin, Aurélie Casse ou encore Bruce Toussaint. Il n'y a aucun malaise à BFM TV, assure-t-il. Sur l'émission de Laurent Ruquier, il se dit très satisfait des audiences qui ont doublé en un an et dément toute rumeur de départ de sa nouvelle recrue avant la fin de saison. Et enfin, bien sûr, il répond à Jean-Jacques Bourdin, qui l'a vivement critiqué récemment. C'était d'ailleurs sur notre plateau. Ce dernier expliquait que l'ex-animateur de télévision voulait intervenir dans son interview politique le matin en lui parlant à l'oreillette, ce qu'il a toujours évidemment refusé. Il réécrit totalement l'histoire, dit Fogiel aujourd'hui. La réalité est moins glorieuse pour lui. Il a été viré de BFM TV suite à une plainte pour agression sexuelle. La seule fois où il a eu une oreillette sur un plateau, c'était lorsqu'il a présenté La France dans les yeux. Ce jour-là, il était tout tremblotant et tétanisé. Je lui donnais les arguments pour répondre à Valérie Pécresse qui était en train de l'humilier. Voilà ce qu'a dit le directeur général de BFM TV. Ah, il n'a pas mâché ses mots, là, Marc-Olivier Fogiel. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe dans la maison d'en face? Vous êtes sur CNews, BFM TV, c'est la concurrence pour vous. Vous regardez ça d'un œil amusé, ça vous étonne? Je n'aime pas trop les polémiques entre les chaînes, déjà. Je n'aime pas trop lorsque, justement, son linge sale qui devrait se laver en famille ressort un peu dans les médias, entre Jean-Jacques
Bourdin et effectivement Marc-Olivier Fogiel qui a dit qu'il a porté plainte justement parce qu'il avait une clause de confidentialité, de non-dénigrement, qu'il a reçu de l'argent pour ça, etc. C'est quand même un peu dommage d'en arriver là. Et après, bon, voilà, il y a toujours des difficultés dans toutes les chaînes. Moi, ce que je peux dire par rapport à CNews, c'est que face à l'info, et Première Chaîne Info depuis plus de 4 ans. Et c'est le programme de CNews qui est le plus longtemps leader de Première Chaîne Info. Donc après, et CNews a été Première Chaîne Info à plusieurs reprises pendant le mois d'octobre. Alors on s'en félicite, on est vraiment très content de ces audiences et sans pour autant aller dénigrer BFM TV. Chacun sa route, chacun son rêve, chacun son destin, chacun son chemin. Je suis incapable de vous dire qui chante ça, mais en tout cas on l'a tous en tête. Bien évidemment. Tonton David, il est mort depuis, malheureusement. Allez, on poursuit ces infomédias, Sarah, avec Nagui qui règle ses comptes avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Pascal Praud. Ouais, c'était hier matin sur Instagram. L'animateur de N'oubliez pas les paroles sur France 2 a écrit un long message au présentateur de CNews, ce dernier l'ayant comparé à Éric Zemmour dans le JDD le même jour, dans sa façon de s'intégrer à la culture et aux coutumes françaises, qui respectent le principe d'assimilation tant défendu par le patron de Reconquête. Ça n'a évidemment pas plu au principal intéressé. Nagui répond: cher monsieur, il semblerait que vous n'ayez pas bien compris mon propos. Respecter un pays qui vous accueille n'appartient pas à un bord politique, encore moins aux autres. Il ajoute: pour certaines personnes que vous vénérez aveuglément, mon prénom est une insulte à la France. Et des insultes, j'en ai bien qui me viennent en vous lisant et que j'ai envie de vous écrire. Mais mon père m'a appris une chose essentielle qui vous dépasse, le respect. Voilà, bon. Il y va aussi, Nagui. Voilà, un nouveau clash. Je ne vais pas vous faire réagir là-dessus, parce que vous n'aimez pas les clashs. Non, j'aime pas les clashs, et puis j'aime bien Nagui, j'aime bien Pascal Praud, donc franchement... Voilà, j'allais vous dire, parce que Pascal Praud, vous le croisez forcément en plateau, puisque vous lui rendez l'antenne après votre émission Face à l'info. Quelle relation vous avez avec Pascal Praud Des relations... Oui, on se croise, comme je croise Laurence Ferrari, on se croise régulièrement, et on s'aime beaucoup à la rédaction de CNews. Et puis surtout, on est une famille, je veux dire, on est une famille, je veux dire, on prend suffisamment de coups à l'extérieur pour ne pas se souder les coudes, et tout en appréciant les autres. Nagui, voilà, c'est un animateur que j'aime beaucoup. Donc, ne me demandez pas de prendre parti entre Nagui et Pascal Praud. Et vous pourriez faire des éditos comme le fait Pascal Praud tous les dimanches dans le journal du dimanche? Je ne suis pas très édito, moi. Pas très... Donnez votre avis sur des sujets. Je pourrais sur certains sujets, mais je n'ai pas, n'ai pas peut-être ce courage qu'ont certains, ou peut-être cette qualité. Je préfère donner la parole à ceux qui font des éditos que faire des éditos. Eh bien, vous le faites magnifiquement bien, puisque c'est en Face à l'info, on va en parler juste après. Et on termine avec le chiffre du jour, c'est 3,8 millions. Ouais, c'est le nombre de téléspectateurs qui étaient rassemblés samedi soir devant la Star Academy saison 11, qui était lancée, présentée toujours par Nikos Aliagas sur TF1. La part d'audience est de 18,7%. Alors, c'est bien moins que l'année dernière, où il y avait quasiment 5 millions de curieux rassemblés. Mais ce score reste très satisfaisant pour la une, puisque la part d'audience de la fameuse cible de la femme de moins de 50 ans responsable des achats est de plus de 31%. Star Academy, vous regardez Christine Kelly? Non, malheureusement, je n'ai pas le temps de regarder. Je prépare beaucoup mes émissions, je travaille beaucoup, mais j'aime bien Star Academy, j'aime bien ce programme. Alors, quand on voit 3,8 millions, pardon, mais ça témoigne beaucoup de la baisse du nombre de téléspectateurs devant la télévision. C'est incroyable. 3,8 millions, c'est quand même un gouffre par rapport à il y a Star Academy même il y a quelques années. Bien sûr. On est bien et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui le téléspectateur, non seulement il est vieillissant, on sait qu'il a 56 ans en moyenne devant la télévision, mais en plus ils sont de moins en moins nombreux et ils regardent des extraits sur les réseaux sociaux plus que les programmes. Ça vous fait peur d'ailleurs ce genre d'indice qui nous montre qu'aujourd'hui la télévision est en partie désertée et que peut-être dans plusieurs générations la télévision ne sera quasiment plus regardée puisqu'il y a une vraie migration de l'audience aujourd'hui? Alors pas peur, mais ça interpelle et c'est pas nouveau. Par exemple, lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, on en avait bien conscience qu'il y avait que le téléspectateur s'envolait, qu'il allait effectivement plutôt sur les réseaux sociaux. Il n'empêche que ce qu'on peut constater, c'est que premièrement, lorsqu'il y a un événement, le téléspectateur est devant la télévision, un gros événement sportif ou bien politique, électoral, ou bien un gros problème sociétal, où voilà, le téléspectateur est là, et il vient de plus en plus nombreux devant les chaînes info. Et ça aussi, c'est intéressant à constater. Donc tout n'est pas perdu pour la télévision, mais il faut constater un délitement général du téléspectateur devant la télévision. En tout cas, on espère que pour vous qui seront nombreux devant cette enquête proposée par C8, ce sera ce mardi. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
Ça s'appelle Enquête au cœur de la fin de vie, mourir n'est pas tuer. Vous animerez, on le rappelle, ensuite un débat sur ce sujet. Déjà, au regard du titre, est-ce que ce documentaire est un plaidoyer contre l'euthanasie ? Est-ce que c'est un plaidoyer contre l'euthanasie ? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est un plaidoyer pour un angle qui n'a jamais encore été abordé. Ah ouais. C'est-à-dire celui de se donner la possibilité de la réflexion par rapport à l'euthanasie. On se rend compte que dans la plupart des documentaires, dans tous les documentaires pour être plus précise, qui ont été diffusés, ils sont pour l'euthanasie. Et je trouve intéressant, et ça a toujours été mon leitmotiv, même quand j'ai commencé Face à l'info, de donner aux téléspectateurs la possibilité d'être intelligents, de donner aux téléspectateurs la possibilité de réfléchir, de donner aux téléspectateurs la clé d'avoir justement suffisamment d'informations pour pouvoir faire ses choix. Et je trouve que dans ce documentaire, on aborde l'euthanasie de façon différente pour pouvoir prendre soi-même ses choix, qui est une décision complètement intime, personnelle, strictement individuelle. Et là, avec la loi à venir, on va demander à la société de prendre la décision pour chacun d'entre nous. Faut-il se poser cette question ? La loi doit-elle aller jusque-là ? C'est la question qu'on va se poser. Et comment vous expliquez que le débat soit déséquilibré sur ce sujet-là, sur l'euthanasie ? Il y a une espèce de peut-être de bien-pensance autour du sujet ? Je pense qu'il y a une certaine bien-pensance autour du sujet, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont accepté, qui ont voté en faveur de l'euthanasie. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on a été, nous, en France, l'un des premiers pays à se poser des questions sur le sujet. En 2010, la loi sur les soins palliatifs, et les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés en France, mais on se rend compte que lorsque les patients qui sont en fin de vie ont accès aux soins palliatifs, ne demandent pas l'euthanasie. On se rend compte aussi que les patients qui demandent l'euthanasie, en étant bien portants comme vous et moi, lorsqu'ils arrivent au moment de la fin de vie, changent d'avis. Et ça, ce sont des choses qu'on a besoin d'entendre. Et non pas pour donner, pour dicter la pensée des uns et des autres, mais pour donner à penser, donner à réfléchir, pour pouvoir se faire une vraie réflexion sur la question. Et ce qui est très intéressant dans ce documentaire aussi, c'est qu'on voit les dérives qui peuvent être liées à une légalisation de l'euthanasie. On voit en Belgique que ça a été admis pour de nobles raisons, pour des personnes qui étaient vraiment dans d'atroces souffrances, qui vivaient avec d'atroces souffrances physiques, psychologiques, et qu'en réalité, cette euthanasie-là a eu lieu sur des personnes qui, elles, n'en avaient pas réellement besoin, ou qui, en tout cas, ne faisaient pas partie des critères qui étaient retenus normalement pour l'euthanasie. Et ça, c'est important de se poser la question, c'est-à-dire d'aller voir dans les pays où on a déjà accepté l'euthanasie, et qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce que, effectivement, la famille est satisfaite ? Est-ce que ceux qui demandent l'euthanasie correspondent à la loi au départ ? Est-ce que... Donc on se rend compte, dans le documentaire, finalement, qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne pas correspondre à la loi au départ, et ils sont de plus en plus nombreux à demander l'euthanasie. Donc on a des jeunes qui demandent l'euthanasie, on a des profils qui ne sont pas forcément en fin de vie, qui demandent l'euthanasie. Donc se demander, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ces dérives ? Et puis, ce qu'on peut voir aussi dans ce documentaire, c'est qu'on oublie que sur ce sujet, je parlais de la loi sur les soins palliatifs, mais il y a 4 lois qui existent déjà. Question, est-ce que ces lois suffisent ? Question, l'acharnement thérapeutique, par exemple. Personne ne veut d'acharnement thérapeutique et personne ne veut mourir, ne veut souffrir en mourant. Ça, c'est déjà clair. Est-ce que l'acharnement thérapeutique, qui est interdit par la loi, personne ne le sait, est suffisamment appliqué pour pouvoir mourir en dignité, entre guillemets, si le terme est assez galvaudé. Donc ce sont tous ces petits éclairages qu'on va mettre, parce que personne ne parle de ces 4 lois qui existent déjà, des soins palliatifs, de l'acharnement thérapeutique déjà interdit. Peut-être qu'il suffit simplement d'un soin palliatif pour pouvoir mourir en dignité. Peut-être qu'il suffit simplement de dire que je ne veux pas l'acharnement thérapeutique en accord avec la loi pour pouvoir mourir en dignité, toujours entre guillemets. Ce sont des questions qu'on pourra se poser et qu'on va inviter le téléspectateur à se poser lui-même. Oui, il y a peut-être d'autres alternatives. Vous avez déjà été personnellement confronté à ce thème de la fin de vie ? Oui, tout le monde a déjà été confronté. Je pense que c'est important de rappeler que tout le monde est concerné à un moment ou à un autre. Et dans ma famille, effectivement, et on sait que c'est toujours des moments extrêmement pénibles. Et il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a en parler et il y a le vivre. Donc c'est important de savoir qu'on sera tous concernés aussi à un moment. Et la question qu'on peut se poser autour de ces sujets, c'est au bout du bout,
Qu'est-ce que ça va modifier dans notre société? Cette faiblesse devant peut-être papy, mamie qui sont en train de souffrir, en train de partir, ou bien un oncle, une tante. Quel regard porte-t-on sur cette personne? Est-ce que ça reste encore un être humain? Est-ce qu'il a encore besoin d'humanité? Est-ce qu'il a encore besoin qu'on lui tienne la main? Ou bien est-ce qu'on le considère, pardonnez-moi l'expression, comme un déchet de la société et qu'il doit s'en aller? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va tomber dans une société où systématiquement on dira « Attends, tu n'apportes rien à la société, s'il te plaît, laisse la place ». Je le dis un peu peut-être directement, mais indirectement, avec une loi, peut-être qu'on peut arriver à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de loi, je ne dis pas qu'il ne faut une loi, je dis qu'il faut se poser toutes les questions. Et ces questions-là, vous allez les poser en deuxième partie de soirée, juste après le documentaire. Alors, outre cette soirée que vous allez animer sur C8, vous animez également chaque jour Face à l'info. Donc ça, c'est sur CNews cette fois-ci. Et c'est vrai qu'on l'a constaté depuis octobre, depuis début octobre. L'horreur a monté d'un cran aujourd'hui dans l'actualité. L'antisémitisme, le terrorisme, la guerre au Proche-Orient, avec ces images horribles d'enfants morts, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Psychologiquement, est-ce que votre émission d'actualité n'est pas devenue un peu trop pesante pour vous ? Excellente question. Très difficile. Très difficile de se lever le matin et de se dire je vais fouiller dans la poubelle et quel sujet je vais aborder ce soir des difficultés de la société aujourd'hui. Donc c'est difficile, oui, c'est difficile. J'ai décidé depuis le 9 octobre, c'est-à-dire depuis le lundi qui a suivi le 7 octobre, d'être positive. D'être là pour donner l'information, d'être là pour faire abstraction justement de toute cette pesanteur qui peut exister justement sur la société en ce moment, pour être le plus objectif possible, en tout cas pour tenter d'être le plus objectif possible. Donc c'est un moment très difficile pour nos journalistes, mais il faut faire face à l'actualité et affronter les sujets qui fâchent, même les sujets qui nous blessent, nous. Et récemment, Éric Nolot a fondu en larmes. C'était sur un plateau de CNews à l'évocation d'un bébé brûlé vif dans un four. On ne sait pas exactement si ça s'est passé dans ces conditions, mais enfin, en tout cas, les faits sont là. Vous qui êtes mère de famille, est-ce que vous avez parfois envie de pleurer comme Éric Nolot? C'est pas que j'ai envie de pleurer, je pleure. Je pleure. Ça m'arrive. Et le mardi 10 octobre, j'ai pleuré avant de venir à la rédaction. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai failli tout arrêter. Et je me suis dit, à quoi ça sert d'être journaliste aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour voir la société en train de se déliter sous nos yeux, cette barbarie, ces atrocités, ces enfants morts, comme vous dites, d'un côté comme de l'autre? C'est très difficile à vivre. Et de justement donner l'information. On ne se rend pas compte à quel point être journaliste, c'est-à-dire voir ces informations, les vivre et ensuite les partager, c'est très pénible. Mais je me force à mettre un filtre, à sécher mes larmes, à arriver à l'antenne avec un sourire parfois pour être le plus neutre possible et pour pouvoir donner toujours la possibilité au téléspectateur de juger par lui-même. Et malgré toutes ces informations dont on parle, ces images absolument horribles, dont on n'avait même pas l'imaginaire, enfin, c'est-à-dire que... Au-delà de l'imaginable. Au-delà de l'imaginable, il y a la France Insoumise qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Est-ce que selon vous, ce parti est sorti du champ républicain ? Oui, je pense que ce parti est sorti du champ républicain. Je veux dire, c'est le gouvernement lui-même qui le dit, tout le monde le dit, et effectivement, ils se désavouent eux-mêmes par leurs différentes positions. Tout n'est pas à jeter pour autant à LFI, tout n'est pas à jeter dans un parti comme de l'autre. Je déteste faire de essentialiser tout le monde, mais sur ce sujet-là, je pense qu'il faut avoir plus de tact. Sur ce sujet-là, je pense qu'il faut respecter chacun, il faut respecter l'être humain, d'un côté comme de l'autre. Et je pense que pour ces états généraux du journalisme dont on va parler, c'est Algavo, pardon, je vous ai un peu... Non, mais alors c'est la prochaine question, donc la transition est parfaite, allez-y. Les états généraux du journalisme que j'organise, c'est Algavo, ce samedi 11 novembre à Paris. L'idée, c'est de se poser, qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui ? Tout le monde s'improvise journaliste. On prend une caméra, on prend un petit appareil photo, on va à droite, à gauche et on se dit journaliste. Qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce que le journalisme nous dit tout ? Est-ce que le journaliste remplit bien son rôle aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus confiance aux journalistes aujourd'hui ? Est-ce que le journaliste aujourd'hui, c'est celui qui reprend les infos style un peu biaisé parfois, comme l'a montré l'AFP qui s'est excusé, comme l'a montré Le Monde qui s'est excusé ? Ou bien est-ce que c'est justement aller se poser des questions que d'autres ne se posent pas. Il y a trop de questions à poser sur ce métier aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui l'information est capitale. Et je disais tout à l'heure que les gens viennent
pour les chaînes d'information de plus en plus. Et là, vous parlez du journalisme et l'humour, parce qu'il y a un humoriste de France Inter qui fait polémique, c'est Guillaume Meurice, puisqu'il a comparé Benyamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. Je le cite, l'Arcom a été saisi, alors on s'adresse évidemment à l'ancienne membre du CSA que vous êtes. Est-ce que le régulateur des médias doit sanctionner ces propos ? Premièrement, lorsque j'étais au CSA, ça fait longtemps que nous aurions réuni toutes les chaînes sur le sujet. Oui. Très longtemps. Toutes les chaînes pour dire attention, on est dans un terrain sensible, attention par rapport à ce que vous diffusez, par rapport à ce que vous donnez comme information, il y aura des conséquences ou pas dans la rue, premièrement. Donc je trouve que la réaction de l'Arcom, elle existe, mais elle est tardive sur ce sujet de façon générale. Mais je la salue parce qu'il faut absolument interpeller les médias sur la façon dont ils retransmettent l'information. Deuxièmement, sur les propos de Guillaume Meurice, la question ne se pose pas, bien sûr que nous aurions sanctionné, que j'aurais été au CSA et que j'aurais sanctionné. Je me rappelle quand on était au CSA, on avait bien sanctionné, sous couvert de l'humour, une blague qui avait été faite sur un génocide au Rwanda. Oui. Nous avions sanctionné et nous avons fait une mise en demeure. Donc ce n'est pas se cacher derrière l'humour pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu. Je trouve que la société aujourd'hui, elle est déjà tellement tendue que tous ceux qui mettent de l'huile sur le feu doivent être sanctionnés, doivent être rappelés à l'ordre et pour pouvoir maîtriser. Et le rôle des médias aujourd'hui est capital dans le traitement de l'information et dans la maîtrise justement de la qualité de l'information. Alors vendredi, nous recevions sur ce plateau Jean-Luc Lemoyne. Vous allez voir qu'il vous a posé une question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce dont nous venons de parler actuellement, mais je voulais absolument que vous la découvriez. Regardez. Je sais que tu as un rythme incroyable. Comment fais-tu pour avoir une telle qualité de coiffure, avec des cheveux aussi bien tirés chaque soir, si bien lissés parce que ça force le respect. Et je t'ai toujours connu impeccable. Donc je pense qu'il y a un conseil et les gens veulent savoir. Et vous êtes fidèle à votre réputation, Christine Kelly, vous êtes impeccable aujourd'hui aussi. Comment faites-vous? Quel est votre secret capillaire? Alors c'est incroyable parce que hier soir, j'ai passé 1 heure à démêler mes cheveux, j'en pouvais plus, j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé des nœuds. Donc, ah oui, vous êtes vous-même quoi. Et je mets un gros pot de gel parce que sinon j'y arrive pas pour les plaquer. Et je me dis tout le temps que c'est important d'être impec devant le téléspectateur. On arrive dans son salon, on arrive dans sa cuisine, on arrive dans sa vie. Il faut que les cheveux soient rangés et que l'information prime. Bon ben voilà, au moins, vous avez votre réponse, Jean-Luc Lemoyne. Vous allez pouvoir peut-être soigner votre capillaire également. Allez, il est toujours impec aussi. Cette émission avec notre dernière rubrique qui s'appelle Au suivant. Alors, dans la rubrique Au suivant, on va se projeter sur l'invité qui vous succédera à cette place. Et demain, nous recevrons Faustine Bollard. Faustine Bollard qui anime Ça commence aujourd'hui, chaque après-midi sur France 2, mais qui va également prendre les rênes d'une soirée consacrée au harcèlement scolaire, qui sera passionnante d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà été victime d'insultes, de coups, lorsque vous étiez à l'école, au collège, au lycée? Ça vous est arrivé? Bien sûr. Ouais. Lorsque j'avais... quel âge j'avais? J'avais peut-être 10 ans. Ouais. J'étais au collège, j'avais une petite année d'avance. Et un jour, il y avait mon nom de famille écrit sur le collège, à la craie, en très, 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 très gros. Mon nom, pute. C'est pas vrai? Ah ouais. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, embrasser un garçon, être amoureuse, ni quoi que ce soit. Et c'était des filles qui étaient jalouses parce que des garçons plus grands étaient amoureux de moi et tout. Ah. J'ai été traumatisée, ça m'a vraiment bouleversée. Et puis après, évidemment, on est toujours différente, on est toujours l'objet de la risée. Mais je dis toujours qu'il faut puiser dans ce harcèlement pour pouvoir en faire une force. Et je nourris ma fille aujourd'hui en lui disant « ose être différente, malgré les critiques, malgré le fait qu'on puisse te montrer du doigt, malgré le fait d'être différente. Saisis le fait d'être différente et cultive ta différence. » Ouais, c'est une crainte que vous avez pour votre fille, le harcèlement scolaire? Bien sûr, mais depuis toute petite, je lui dis tout le temps, je lui dis sois différente. Et je lui dis, si jamais on te montre du doigt, n'oublie jamais qu'il faut oser être différente. Si ça va trop loin, tu dis aux animateurs, tu dis à la directrice, tu dis à la maîtresse et surtout tu dis toi, maman. D'ailleurs, vous étiez quel élève quand vous étiez au collège, en primaire? Vous étiez une bonne élève? Vous étiez l'élève modèle? J'étais moyenne plus. J'ai jamais été première de la classe, mais moyenne plus. Non, pas le minimum. J'avais des parents qui étaient très très stricts, donc je travaillais quand même beaucoup. Mais j'ai jamais eu que des 20 sur 20, mais j'avais peut-être des 18, des 16. Voilà, j'étais moyenne plus. Mais par contre, j'ai toujours aimé le travail. J'adore travailler. Si je ne travaille pas pour l'école, je travaille pour autre chose. J'adore créer, comme les états généraux du journal.
journalisme. Oui. J'adore innover, j'adore faire, j'adore travailler. Je suis une staccanoviste. Si je travaille pas pour ça, je travaille pour mon association. Je trouve que franchement, le travail, c'est la vie. Moi, j'adore. Et Faustine Bollaert, c'est vrai qu'elle est connue aussi pour animer des émissions de divertissement. Vous, on a l'habitude de vous voir dans un segment qui est plus l'information. Est-ce que vous aimeriez faire davantage d'émissions de divertissement ? Pas forcément, mais j'aime bien les émissions, les débats de société, comme demain soir sur C8. Les débats de société, j'aime bien. Divertissement, pourquoi pas, hein. J'ai travaillé avec Cyril Hanouna sur TPMP, c'était intéressant, mais je serais beaucoup plus à l'aise sur les émissions de société ou d'information. Eh bien, c'est à votre tour maintenant de poser votre question à Faustine Bollaert. La caméra se trouve juste en face de vous, sur le socle en bois. Je vous en prie. Alors, Faustine, j'adore votre travail, j'adore votre émission avec des témoignages sur France 2 et la façon dont vous accouchez vos différents intervenants. Question, je vous ai vu dans plusieurs programmes différents. Comment faites-vous pour durer ? Quel est votre secret pour durer à la télévision ? Rien à voir avec les conseils coiffeurs cette fois-ci. Merci beaucoup Christine Kelly d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous animerez donc le débat à la suite du documentaire Enquête au cœur de la fin de vie, Mourir n'est pas tué. Ça c'est diffusé en première partie de soirée sur C8. Vous animez également Face à l'info, ça c'est tous les jours du lundi au jeudi sur CNews à 19h. Les états généraux du journalisme, ça c'est ce samedi 11 novembre, Salle Gaveau à Paris. Et puis vous sortez aussi ce livre dont on parlera avec Marc Menant sur ce plateau, qui est consacré aux grands destins qui ont fait l'histoire. Et ça sort le 23 novembre prochain. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Et le Best TV revient demain avec un nouvel invité. Super.